va commencer. On va commencer avec un texte. Naufrage. L'océan se transforme en une marmite d'eau blanche qui bouillonne comme branlée par une phénoménale cuillère de bois. Et le navire, toute voile amenée, n'est plus qu'un os lisse rongé par la tempête, mais brusquement, la nuit se fait encore plus noire, tombe comme un couvercle sur cette cuisine d'enfer, ciel et mer confondus ayant pris en sandwich l'embarcation de 10 mètres, pas plus, où, à sa barre, un homme se cramponne aveuglé, à bout tellement épuisé qu'il ne parvient pas à marmonner les mots de prière, « Dieu me garde », Marie, protège-moi, ou quelque chose comme ça, qu'il est incapable d'expulser un juron. Bordel de Dieu, en verra-t-on bientôt la fin? Non, il ne peut pas. Il n'est plus qu'un petit tas de viande, aux organes affolés, ravagé par la peur, la fatigue, perdu au milieu de cet océan en folie, et nul recours, rien, personne, seulement la nuit, les vents, les eaux qui le tuent. Les vagues montent plus haut que le mât, retombent sur le voilier qui s'envole d'un sommet d'une montagne liquide. Non, c'était une illusion. Le voilà qui s'écrase au fond d'un gouffre creusé entre deux vagues. La coque va-t-elle se désarticuler? Le cœur du solitaire va-t-il éclater? Pas encore. On tient toujours le coup, et ça repart en une nouvelle cavalcade jusqu'à ce que soudain le navire se couche sous la poussée d'une lame plus haute que Notre-Dame. Va-t-il se redresser? Il se redresse, mais tout recommence. Cela ne pourra plus durer longtemps. L'homme se dit que bientôt il retournera au néant. Pourtant, une image lui est encore donnée, d'eux-mêmes, que sa raison vacillante ne peut dire vraie ou fausse. Vrai peut-être, l'apparition d'une lune qui fuse, verdâtre à travers les nuages en fuite, fausse sûrement, celle d'une terre plate frangée de blanc avec des palmes échevelées qui se découpent sur le ciel en ombre chinoise. Mais quoi? L'ouragan paraît brusquement mollir, le voilier quitte un instant son état d'épave déboussolée, un instant seulement, car du fond de la nuit jaillit une vague monstrueuse qui soulève le navire par le cul, le pousse droit vers l'abîme qu'elle creuse devant lui, et c'est alors que la quille frappe la roche dans un coup de tonnerre, et la coque éclate, se brise, tandis que l'homme, catapulté dans les airs, hurle « Jésus, Marie, Joseph, sauvez-moi » avant d'être précipité dans les rouleaux, et il entoure sa tête de ses bras, se protéger le crâne, voilà ce qu'il faut. Bonsoir et bienvenue à cette 10e soirée de la petite édition. Nous accueillons ce soir les éditions du Sonneur et on va faire naufrage avec l'équipe sur une île de l'océan Indien et vous parler de leur magnifique livre que vous pouvez voir ici ou encore à la caisse. Alors, pour passer la soirée avec nous, outre Elsa qui va m'accompagner comme souvent dans les soirées de la petite édition, qui fait partie de l'équipe de la librairie, Valérie Millet, éditrice et fondatrice des éditions du Sonneur, Nicolas Cavaillès, qui est le primo-romancier qui vient de sortir son premier roman aux éditions, Marc Villemain, éditeur et auteur, et Sandrine Duvillier, éditrice, fondatrice et graphiste pour l'édition du Sonneur. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez, ou est-ce que peut-être on va commencer par Valérie, me présenter le Sonneur en quelques mots? Oui, très rapidement. La maison a 8 ans, elle a été créée en 2005 par un biais assez étonnant, vous allez dire, qui était la réception d'un manuscrit qui n'avait... À l'époque, moi je travaillais dans l'édition, mais je faisais des livres illustrés plutôt, des livres pour enfants et des livres d'histoire, des livres de voyage. Et l'une de mes amies m'a envoyé un soir l'un de ces manuscrits qu'elle avait trouvé au gré d'un déménagement, en me disant quand tu as le temps, lis-le et dis-moi ce que tu en penses. Il n'avait jamais été question que je monte une maison d'édition. À l'époque, j'étais un petit peu plus terre à terre et moins folle. Et je dois vous dire, j'ai lu ce manuscrit 2 fois dans la nuit, vraiment. Et le lendemain matin, à la première heure descente, je l'ai appelé en lui disant, écoute, si je trouve d'abord une ligne éditoriale, quand même, une idée autour de ça, par ailleurs des collaborateurs, parce qu'une maison d'édition à monter seule, c'est quand même une chose très lourde, et troisièmement, un petit peu de sous, parce qu'il faut quand même un petit peu de sous dans toute cette affaire, serais-tu d'accord pour que ton texte soit l'un des premiers publiés? Elle a eu la patience de tenir pendant 2 ans. Ces 2 ans ont servi à réunir les 3 points que je viens d'évoquer, créer une équipe, donc trouver des sous et définir surtout un principe éditorial qui dès le départ était le suivant, c'était d'éditer un texte contemporain, français ou étranger, qui entrerait en écho, va-t-on dire, à une réédition de textes épuisés, méconnus, d'auteurs
connu ou reconnu en tous les cas, ou d'inédit. Voilà le projet tel qu'il a été défini dès le départ. Ce qui a été difficile, je vais vous avouer, à respecter au début, parce qu'on avait plus d'idées de réédition, d'édition d'inédit. Les textes, les manuscrits que l'on recevait de textes contemporains à l'époque n'étaient pas tout à fait ce que nous souhaitions publier. Mais depuis maintenant 3-4 ans, l'équilibre s'est fait, enfin, et nous parvenons à peu près à respecter le motto initial. Et cette espèce d'équilibre et d'écho entre des textes qui ont été brisés dans une espèce de mémoire éditoriale un peu courte, comme on le sait, et qu'on souhaite faire revivre, et donner la voix à des écrivains contemporains, encore une fois français ou étrangers. À la fin des premiers ouvrages que vous avez publiés, il y a un petit manifeste, on va dire, et ça commence par cette phrase: les éditions du Sonneur font un pari sur la qualité du livre, la durée de son existence et une relation d'estime avec le lecteur. J'ai une question un peu piège et un peu rhétorique, mais 8 ans après, est-ce que le pari sur la longueur, notamment, a été tenu? On espère, enfin la preuve, vous êtes là, mais oui, il a été tenu essentiellement grâce, et là je ne fais pas de flagornerie parce qu'on est dans une librairie, mais je parle très sincèrement, grâce aux libraires qui nous ont reçus très rapidement et de façon très ouverte dès le départ, et qui surtout ont continué de nous accompagner, et qui ont convaincu les lecteurs qui eux-mêmes continuent de nous accompagner, qui nous mène à des rencontres comme celle-ci, comme celle de ce soir. Donc on espère que, oui, que poursuivre ce qu'on avait défini comme manifeste avec beaucoup de oui. On vous trouve souvent en librairie. Le premier rapport avec les ouvrages du Sonneur passe par la petite collection. Voilà, donc il y a comme maintenant, donc cette petite collection s'est rajoutée au fur et à mesure. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Alors la petite collection on la repère avec ces maquettes. Voilà, des maquettes qui sont faites par Sandrine, donc de couverture. C'est une petite collection qui a été initiée par la découverte d'un texte qui s'appelle Le vice de la lecture d'Edith Wharton, qui est un texte qui n'avait jamais été traduit en français, qui nous a tout de suite absolument convaincus dans la justesse de son propos 100 ans après, dans son côté un petit peu polémique qui a dérangé, qui continue un petit peu de déranger, dans la définition du lecteur né, du lecteur mécanique, de l'industrie de l'édition, parce qu'elle parle déjà au début du XXe siècle de cette fameuse industrie de l'édition. Alors c'est un texte court qui était trop petit pour figurer dans cette collection. Donc on s'est dit, c'est simple, il n'y a qu'à réduire le format. Ce que nous avons fait, sauf que le problème, c'est qu'après, il fallait alimenter cette collection. C'est une collection de textes intégraux, et ce ne sont pas des extraits. Là aussi, ce sont des textes écrits soit par des auteurs connus, encore une fois, ou reconnus pour certains. Ce sont des rééditions ou des inédits. Et pareil, littérature française ou étrangère. En revanche, nous ne publions pas de littérature contemporaine dans cette petite collection, nous ne publions pas de nouvelles, nous en recevons beaucoup de nouvelles contemporaines, mais pour l'instant, la collection ne s'est pas encore ouverte à l'actualité. C'est une collection très difficile à alimenter éditorialement, pour les raisons que je viens de vous expliquer, parce que comme nous cherchons systématiquement, et nous sommes en cela aidés par des traducteurs, par des amis lecteurs, et par le travail considérable que Sandrine effectue, et dont elle vous parlera notamment en bibliothèque, c'est un travail très long d'identifier des textes qui n'existent plus, qui ont une valeur en eux-mêmes pour justifier d'une publication en volume. Et c'est beaucoup d'heures de lecture et de recherche pour que la collection existe. Sandrine, tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail sur la petite collection notamment? De l'enquête, en fait. C'est soit une thématique qui m'attire, qu'on se met d'accord avec Valérie, soit un auteur, et il faut farfouiller, parce que les auteurs avaient des pseudonymes. Enfin bon, c'était... mais c'est un travail qui est très intéressant, mais très prenant. Et j'ai découvert plein de choses, en fait. Plein de
d'auteurs que je ne connaissais pas. Voilà, donc je trouve que c'est vraiment un travail d'enquête. Et mon grand plaisir, c'est d'arriver à la BNF et de trouver un texte qui n'avait pas été sorti depuis 15 ans et de me dire oh là là, mais il était vachement bien ce texte-là. Voilà, donc je fais des photocopies, faut pas le dire. Et voilà. Et après, je cherche et puis je soumets à Valérie qui valide. L'une des sources principales pour trouver des textes pour cette petite collection sont les revues qui, on va dire de 1850 à 1950 pour être un peu rapide, ont été des viviers incroyables en France comme en Europe, comme à l'étranger au demeurant. Tous les grands écrivains ou tous les écrivains moins repérés, enfin beaucoup d'entre eux en tous les cas, ont écrit dans des revues soit des textes courts, soit des textes en épisodes, et c'est vrai qu'on épluche, particulièrement Sandrine, beaucoup les sommaires des revues pour identifier ce qui pourrait exister aujourd'hui. Ce texte-ci, par exemple, que l'on vient de sortir, Comment écrire un livre de voyage, qui est jubilatoire, est tellement, là aussi, d'actualité, parce qu'il se moque un petit peu de cette mode des livres de voyage, qui continue de sévir plus d'un siècle, presque un siècle et demi plus tard, apparu, pour commencer, à l'origine dans une revue. Comme pas signé. Il n'était pas signé le texte, en fait. Comment tu remontes après à cet auteur? Ma réponse va être débile, mais je cherche en fait. Je pense que de toute façon, sans Internet, on pourrait pas, on pourrait pas produire autant de petits textes comme ça. C'est vrai que Internet facilite quand même beaucoup les choses, les catalogues de librairie en ligne. Après, il y a des surprises, c'est des livres qu'on achète chez des bouquinistes parce que le livre a une jolie couverture et qu'on se plonge dedans et en fait, on découvre qu'il y a un très beau texte. Tout est source de découverte. Et donc tu travailles aussi sur les couvertures de cette petite collection. Alors on voit les premiers qui sont relativement sages et d'un seul coup il s'est passé un truc. Et donc on commence avec des choses très classiques. Et puis on en arrive à des labyrinthes, des petites planisphères, les éperons, c'est carrément des rayons très futuristes, tout un tas de belles couvertures qui attirent l'œil. C'est en fait quand je lis le texte, j'ai tout de suite une image qui apparaît et généralement ça va assez rapidement pour faire ces couvertures. Et il y a des gens qui trouvaient que la grande collection était unie. Donc on s'est dit, bon, si on fait une autre collection, on va la faire un peu moins unie, quoi. Et voilà. Mais c'est rigolo à faire, hein. Là aussi, il faut... Les éperons, par exemple, c'est parce que ça se passe dans un cirque. Donc il faut trouver le cirque. Voilà. On ne va pas s'appesantir sur la petite collection, puisque c'est celle qui est la plus connue des éditions. On va attaquer la difficulté et la grande... Pas la difficulté, non, le plat de résistance, on va dire, à la grande collection. Les deux premiers ouvrages que vous publiez dans cette grande collection, c'est donc le texte dont tu parlais, qui est Pour Lily de Marie-Noël Rieu, et le Requiem de Thérésine de Joseph Bord. Donc vous commencez déjà assez costaud, puisque le Requiem de Thérésine, c'est un classique qui a été perdu quelque part dans l'histoire de l'édition. Et pour Lily, un texte contemporain extrêmement fort sur la mort. Oui, alors c'est a posteriori, 8 ans après, je vais vous dire, je me dis qu'on a été complètement taré de commencer par là, parce que c'était vraiment, c'était la naïveté du débutant, je pense. C'était quand même un peu fou, très honnêtement. Effectivement, le Requiem de Thérésine avait été publié en 1963 par Robert Laffont, écrit par Joseph Bord, un Tchèque. Ce livre n'était plus du tout disponible. Donc il a fallu dans un premier temps, retrouver les droits qui, pour la République tchèque, sont détenus par une agence centrale, et deux, pouvoir racheter la traduction qui appartenait toujours à Robert Laffont mais qui n'exploitait plus le titre. C'est une histoire stupéfiante, vraie, car il s'agit plutôt d'un récit, enfin il s'agit d'un récit d'ailleurs, d'un chef d'orchestre qui s'appelle Raphaël Schachter, qui décide de monter le Requiem de Verdi pour une seule et unique représentation devant l'administration nazie, dont Eichmann. Joseph Bord était à Thérésine à ce moment-là, et c'est un texte qui
qui nous a semblé impératif de faire revivre et qui nous a mené donc à entreprendre toutes les démarches pour, comme disait Sandrine tout à l'heure, il y a véritablement un travail de détective en quelque sorte, car il n'y a aucune base de données universelle nous disant les droits de tel écrivain sont détenus par tel ayant droit ou par tel agent. Donc tout ça c'est de l'exploration, message par message, lettre par lettre. Parfois ça prend un temps, mais un temps. Enfin bon, c'est encore un autre problème. Et donc ça c'était le premier. Et donc, puisqu'au départ on a réussi à garder cet équilibre de 50% de textes réédités, de 50% de textes contemporains, il y avait ce texte de Marie-Noëlle Riault qui est un texte sur l'euthanasie, l'accompagnement d'une jeune femme vers la... c'est l'histoire d'une jeune femme qui accompagne vers la mort une femme plus âgée qu'elle. C'est un texte extrêmement digne. Moi, je l'ai lu, comme je vous l'ai dit, 2 fois dans cette nuit qui a suivi la réception du manuscrit. C'était le premier roman en plus de Marie-Noëlle, parce qu'il faut savoir en plus, la difficulté que nous avons ajoutée à tout ça, c'est que c'était un premier roman. Donc, c'était un peu fou, oui. A posteriori, c'était un peu fou. Mais ça a fonctionné, et là encore, je reviens au libraire, mais grâce au libraire, parce qu'on a été accueillis et acceptés dans un grand nombre de librairies, aussi bien à Paris que dans le reste de la France, avec ces 2 textes un peu sombres, on va dire. Il n'y a pas que des textes sombres dans le catalogue, je vous rassure. Texte un peu sombre, mais pour Lily, il y a quand même quelques pages absolument magnifiques. C'est aussi une histoire d'amour entre ces 2 femmes, et enfin, c'est un texte, il y a des pages bouleversantes, quoi, mais de sentiments beaucoup plus lumineux que sombre. Tout de même. Oui, mais c'est vrai que quand tu arrives en librairie en me disant voilà, c'est un texte sur l'euthanasie, bon, c'est pas. Bon, même si je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est ce qui fait la spécificité de ce roman. Et puis c'est l'histoire d'amour, une histoire d'amitié intense, d'amour entre ces 2 femmes, la plus âgée ayant été mariée à un écrivain qui est mort, dont le spectre hante la maison de ces derniers jours. Enfin, néanmoins, c'était pas d'une grande gaieté quand même. Quand Jean-Luc Remeau, avec qui j'ai commencé cette aventure, allait présenter les livres au libraire, c'est vrai que c'était quand même pas des moments très détendus. Mais nous avons été très agréablement reçus. Marie-Noëlle Riault, c'est donc le premier auteur que vous publiez, contemporain, et avec elle vous commencez un vrai travail de suivi des auteurs, puisque vous l'accompagnez sur 2 ans avec 2 autres publications, qu'elle a porté des projets, je crois, ça, vous aidez à concrétiser des projets. Voilà. Et il y a un autre auteur que vous suivez depuis longtemps. Lui, ce n'était pas un primo-romancier, mais qui a une place quand même assez importante dans la maison, puisque vous avez sorti son 4e livre, le 4e livre que vous avez fait ensemble récemment, c'est Jean-Marie Dallet. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce personnage? Alors oui, c'est un personnage, je vous confirme. Et Jean-Marie a publié son premier roman en 68, dans cette formidable collection qui avait été montée par Le Seuil, où un jeune romancier était préfacé par un romancier reconnu. Son premier texte, il a eu la chance, enfin, de mon point de vue, de rencontrer Marguerite Duras, qui a accepté de préfacer son premier roman. Jean-Marie a écrit ensuite un certain nombre de livres chez Plon, chez Robert Laffont, pardon. Il a un fils qui s'appelle Michel. Non, chez Robert Laffont, 2 FONT, je précise. Longtemps chez Robert Laffont. Et puis, il se trouve qu'on a des destins géographiques un peu communs. Je connais Jean-Marie depuis longtemps, et puis il était un petit peu, comment dire, un petit peu là, un petit peu en retrait de toute la vie parisienne éditoriale. On souhaitait des relations plus resserrées avec un éditeur, et quand je lui ai donc annoncé que je créais les éditions du Sonneur, il m'a dit ben moi ça m'intéresserait de travailler avec vous, car vous pourrez m'apporter ce que je ne trouve plus dans des grandes maisons d'édition, c'est-à-dire véritablement un accompagnement jusqu'au bout. Et Dieu sait s'il y a eu des discussions et des conversations, notamment autour de Plus loin du tropique, dont Julien vous a lu un extrait. Voilà, c'est vrai que dans une maison d'édition comme la nôtre, ce qu'on peut apporter,
quitte à en devenir un peu pénible, vous diront certains auteurs contemporains, c'est une présence, une implication véritablement dans la finalisation du texte. Et voilà, on n'a pas la surface des grandes maisons d'édition, on n'a pas les moyens des grandes maisons d'édition. En revanche, on a une implication complète, un peu obsessionnelle parfois, mais n'est-ce pas un métier d'obsessionnel, auprès des écrivains. Et c'est vrai que cette politique d'auteur est quelque chose qui nous tient à cœur, particulièrement, parce que entre le premier roman de Jean-Marie, alors que c'était déjà son 15e ou 16e roman, et celui qu'on vient de publier, il y a eu une évolution dans pas mal de choses. Et c'est ce travail-là, cette continuité-là qui nous intéresse. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur Au plus loin du tropique? C'est un ouvrage ça doit être le 2e ouvrage des éditions du Sonneur que j'ai lu, et c'est en grande partie grâce à cet ouvrage que j'ai eu envie de vous inviter, parce que j'ai trouvé formidable. Il y a une grande écriture déjà, et puis un souffle dedans. Alors, quelque chose qu'on ne trouve pas rarement finalement en littérature. Il y a une écriture effectivement que je trouve très spécifique dans ce sens où c'est une écriture très pleine de, comme tu dis, de souffle. C'est assez amusant parce que quand nous avons reçu le texte de chez l'imprimeur, il y a quelques amis proches qui ont lu les premières pages et qui m'ont appelé, pour certains, pas tous, en disant « Tu es bien sûr que c'est le dernier fichier qui est parti chez l'imprimeur parce que la ponctuation est un peu troublante sur les premières lignes. » Effectivement, il faut entrer dans ce texte, mais alors une fois qu'on a dépassé la 10e ou la 12e ligne, enfin chacun sa ligne d'ailleurs, hein, ça peut ne jamais arriver ou aussi, hein, mais il y a une sorte de vague qui vous entraîne et c'est un terme un peu galvaudé, je vous l'accorde, mais vraiment de musicalité très orale de son écriture. Par ailleurs, il est certain que l'histoire racontée par Jean-Marie est une histoire qui me touche par sa géographie. Comme je vous disais, nous avons eu des destins géographiques un peu communs, puisque nous sommes rencontrés sous les tropiques, justement, et que la façon dont il décrit ces lieux qui ont été ceux de mon enfance sont tellement justes, sont tellement... Pour préciser un petit peu de quoi parle Au plus loin du tropique, donc c'est 5 personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement, qui sont sur une île au large de Tahiti et qui attendent en fait, qui ont réorganisé une vie. Et puis un événement arrive, un naufrage se produit et un naufragé va chambouler les destins de l'île. Donc il y a déjà le texte commence par 5 portraits de ces 5 personnes qui sont un assez étonnant mélange de méchanceté, de petitesse, et en même temps qui ont leur beauté, la beauté un peu burinée des Forbans. La beauté un peu des Forbans, quoi. Et puis qui représente chacun une espèce de corps de la société. Il y a celui qui représente l'armée, celui qui représente le commerce, il y a Maputa qui est une mère maquerelle, on va dire. Enfin bon, ils ont comme ça des espèces de personnages un peu forts symboliquement par rapport à l'organisation de la société. Et le jeune naufragé vient foutre un bordel monstrueux dans tout ça. Alors je vous ai lu le naufrage en entrée de soirée, et là Elsa va vous lire le portrait d'un de ces pensionnaires de cette île prison, qui s'appelle Corentin. L'église comme un trou noir, l'autel de corail comme un fantôme gris, et à chaque cocorico d'un coq qui annonce le jour, le vieux curé sursaute dans son sommeil. Il se retourne dans sa tombe qu'il a creusée derrière l'autel. Soudain, il se réveille en sursaut, il murmure. « Qui va là ?» Personne. Ce n'est que mon cœur qui m'ébranle par à coups au fond de ma tombe expiatoire. Pourquoi n'ai-je pas le courage de tirer sur la chaîne qui libérerait le sable entassé sur la tôle, le servant de ciel de lit? Un geste et ce serait fini. Plus d'enfer sur terre, seulement la clémence du doux Jésus, qui sait mieux que les juges de Tahiti combien le désir est au-delà du mal. Pitié, Seigneur. Mais le père Corentin ne bouge pas. Il ne fera jamais ce geste libérateur. Il est de son devoir de vivre jusqu'au bout, malgré les idées de luxure qui l'envahissent sans fin. Et, une fois de plus,
Son vieux sang bat dans ses veines, comme autrefois au séminaire. Ah, enfer de ma chair! Et à pleine main, il empoigne sa queue molle, ses couilles taries, il serre, il tord la masse de chair, il hurle de honte, de douleur. Pourtant, il sait que s'il était à nouveau entouré de jeunes femmes, il s'agenouillerait devant elles pour quémander leurs caresses. Il les supplierait de lui donner leurs lèvres, leurs seins, leur sexe. Mais, Seigneur, avouez vous aussi, dites-moi que vous ne fûtes pas indifférent aux appâts de la pécheresse quand elle essuyait vos pieds de ses longs cheveux. Sa main ne glissa-t-elle pas alors sous votre robe? Sa bouche ne vint-elle pas alors chercher l'aumône de votre virilité? Enfer et damnation, Corentin, comment oses-tu? Pardonnez-moi, Seigneur. Vous savez que même dans mon ignominie, je ne pense qu'à vous. Et maintenant, le père Corentin se tient debout devant sa porte, face à la nuit qui s'achève. Il voit les baraques des pauvres âmes de Parateto, encore au repos. Il voit les troncs des cocotiers innombrables qui, dans la grisaille du petit jour, ressemblent à des pattes d'éléphant. Vont-elles m'écraser? Sûrement non. Rien ne peut m'achever, venir à bout de mes péchés. Enfin, il observe le ciel rose à l'horizon qui annonce le lever du soleil. Le voici. Il émerge, rouge de l'océan, et bientôt une lumière de début de matinée se pose sur l'atoll et chasse ses démons. Vite, me laver, me changer, pour être prêt à l'heure de ma messe. Vite, faire des gestes, dire des mots de prêtre. N'est-ce pas ce que les pauvres âmes de Parateto attendent de moi? Et le père Corentin, presque calme, accomplit ce qui doit être accompli. Mais sa tête n'arrête pas de tourner. Mon Dieu, pourquoi ne m'ont-ils pas tué à Tahiti? N'ai-je pas pourtant tout avoué? Mes gestes honteux dans le dortoir des filles, mes lubricités avec les femmes de la Maison Rose, le meurtre de la mère, de l'enfant. C'était ma servante marquisienne, messieurs les juges. J'avais abusé de sa simplicité. Elle était grosse de moi, et j'ai arraché le fruit de ses entrailles. Le sang a coulé sur le dallage du presbytère. Elle est morte, l'enfant aussi, et c'est ma mort, messieurs les juges, que je vous demande. Mais ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont laissé la vie, son fardeau 1000 fois plus lourd que le trépas. Ils m'ont condamné à souffrir pour toujours sur cet enfer posé sur les flots. À présent, le père Corentin rentre dans son église, pas même consacrée. Il se signe devant la croix noire au Christ d'argent cloué au mur. Il fait une génuflexion devant l'autel où ne brille même pas la petite lumière du bon Dieu. Il faut que je me dépêche. À 8h moins le quart, je sonnerai la cloche. À 8h, je dirai ma messe. On a un mélange de grotesque dans les personnages, de presque touchant au début, et puis à chaque fois on voit toute l'horreur de la situation et pourquoi ils sont sur cette île qui se révèle dans la fin des textes de manière assez brutale et parfois même inattendue.